Ok, mon titre est méga super clickbait, je suis au courant. Mais la question est valide. Et ça va un poil plus loin que de dire monter à cheval c'est mal, travailler les chevaux c'est mal, on arrête tout, on les remet au prix. Pas une question déjà de dire ça, mais bon bref. Donc, salut, bonjour. Moi c'est Aurélia et monter à cheval, monter les chevaux des autres, travailler les chevaux des autres, c'était mon job. Ça a été mon job pendant des années, aussi bien dans des élevages de sport, en CSO globalement, que dans des écuries privées pour des particuliers qui, pour le coup, pouvaient pratiquer plein de disciplines différentes. Ça m'a poussé à me poser 4 questions et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est ce que je vais vous partager. Le but de la chaîne, toujours, 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 c'est de vous partager mon expérience. Je peux partager celle des autres de base. Et je suis pas là pour vous convaincre. Le but, c'est pas de vous convaincre, c'est pas de vous dire j'ai raison, vous avez tort, j'ai la vérité absolue. Il faut que tout le monde devienne un petit clone d'Aurélia à cheval, ce sera parfait. Pas du tout. L'idée, c'est plutôt de vous offrir des pistes de réflexion, de vous pousser à vous poser des questions, à y répondre aussi après, c'est mieux. Et même si vous êtes en totale opposition avec ce que je dis, c'est déjà une façon d'articuler ce que je raconte avec ce que je raconte, avec ce que vous savez, vous pensez, vous pratiquez. Et honnêtement, si vous progressez dans votre équitation et que vous allez vers une équitation qui est à vous, que vous construisez votre équitation à vous pour vos chevaux, dans le respect de vos chevaux, moi perso j'ai tout gagné si j'y ai participé même un tout petit peu. Donc bienvenue à l'ombre des chevaux. Aujourd'hui on se penche sur le travail du cheval justement et on se demande ce que ça implique si on veut faire les choses bien pour poney, parce que c'est un poil la base du truc en fait. Tout petit poil. C'est parti. On va faire un tout petit peu de vocabulaire avant. On va l'évacuer assez vite. Honnêtement, si je pouvais, je bannirais le mot travail en rapport avec les chevaux de mon vocabulaire, totalement. Mais c'est difficile de revenir sur ce genre d'habitude. J'essaye, mais c'est pas toujours simple. Et c'est parfois plus simple d'utiliser le mot que tout le monde emploie pour se faire comprendre ça plus vite. Mais bon, bref. Pourquoi? Parce qu'on a deux versions de l'idée de travailler avec les chevaux. On a soit le cavalier travaille son cheval, soit le cheval travaille. Il a bien travaillé. Aujourd'hui, on a travaillé sur le plat ou des choses comme ça. On a fait une séance. Bref. Et les deux me posent un problème. L'idée que le cheval travaille, ça veut dire que, et que nous on fait travailler, ça veut dire que c'est un subordonné dans le meilleur des cas, même s'il n'est pas payé. Ça crée une hiérarchie qui n'est pas super intéressante et qui est dangereuse avec l'idée que le cheval il doit faire, il doit performer, il doit écouter. Le cheval, il doit rien du tout, quoi. Nous, on a décidé, on l'a planté là. Lui, il est pour rien, il a rien demandé. Donc, nous, on doit faire en sorte que ça se passe bien pour lui. Lui, il doit rien du tout. Éventuellement, pas nous accrocher dans un arbre par mouvement d'humeur, mais ça s'arrête là, quoi. L'autre, c'est le cavalier qui travaille. C'est encore moins intéressant. Le cavalier travaille son cheval comme un musicien travaille un morceau de musique. J'ai le souvenir de Bartabas qui parlait de ses chevaux de spectacle en disant que chaque cheval était comme un instrument de musique rare, précieux et unique. Et t'es là, c'est des individus quand même, hein, c'est pas... Je trouve ça dangereux de déshumaniser, c'est pas le terme, zéquiniser, faire du cheval un objet. Parce que c'est ce qui se passe quand on dit qu'on a travaillé le cheval. Je trouve ça dangereux, encore plus quand c'est au service de l'art ou de ce que vous voulez, ou du sport, de la performance. On ne devrait pas en être là. Bref, il y a d'autres mots qui sont plus intéressants à utiliser et qui recouvrent, je trouve, de façon plus juste, en fait, la réalité de ce que c'est que de monter les chevaux au quotidien, de les préparer, les entraîner, tout ça. Ça, c'était mon petit coup de gueule sur le mot travailler, pourquoi ça me saoule. Je l'utiliserai encore, vous l'entendrez dans les vidéos, parce que des fois, le mot, il est là, il est dans ma tête depuis trop longtemps. Et je trouve pas ça super intéressant, et je pense que si on arrive à le dégager petit à petit, ça peut être pas mal. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup si on ne travaille pas les chevaux? On va commencer par se demander de quoi ils ont besoin pour que la pratique équestre avec nous soit agréable. Donc on part de poney et on voit de quoi il a besoin. C'est un peu la base normalement d'équitation, mais on le fait rarement comme ça en fait, c'est un peu dommage. Encore une fois, nous on a le choix, pas eux. Je parle exclusivement de ce dont le cheval a besoin dans la pratique équestre. Je pars du principe qu'on est des gens civilisés, qu'on s'est posé 4 questions avant sur les besoins fondamentaux du cheval, donc qu'on lui offre un mode de vie, un environnement qui respecte ses besoins fondamentaux. Pour les gens du fond qui n'auraient pas suivi, le principe c'est une alimentation à base de fourrage, à disposition à volonté tout le temps. C'est du mouvement libre, normalement tout le temps, une vie en groupe, donc en extérieur. L'idéal, voilà, c'est une vie en groupe,
à l'extérieur, dans un environnement qui est safe, qui est riche, qui leur permet d'aller explorer, de se faire plaisir, de voir plein de trucs, de manger plein de trucs différents, d'avoir des potes avec lesquels ça se passe bien et d'être protégé des éléments, donc d'avoir des abris, des haies, des arbres, tout ça, contre la pluie, le vent, la grêle, mais aussi le soleil, les mouches et les choses comme ça. Voilà, et les soins qui vont avec, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés à l'âge du cheval, s'il y a une pathologie, s'il y a un problème ou n'importe quoi, les soins qui sont adaptés. Voilà, donc ça, maintenant on est tous partis pareil, on a des chevaux qui vivent bien leur vie, et on va se demander, maintenant nous on veut faire des trucs avec, on veut monter dessus, je pense que c'est ok, je reste persuadée pour l'instant, peut-être que dans quelques années j'aurai changé d'avis, mais je reste persuadée qu'on peut avoir une pratique équestre qui est respectueuse des chevaux et qui est intéressante pour nous et qui se passe bien pour tout le monde. Maintenant, elle demande de partir de cheval, elle demande de se poser des questions, elle nous demande à nous un peu plus d'efforts. Mais c'est pas grave, nous on a choisi d'être là, on a le droit de galérer. De quoi Poney il a besoin pour que notre pratique équestre, pour que sa pratique, notre pratique ensemble, elle se passe bien? La première des choses, c'est il a besoin d'être écouté. Il a besoin d'avoir le droit de dire non, il a besoin d'avoir dire stop, il a besoin de pouvoir dire oui, pas aujourd'hui, là ça tire, là j'ai peur, là il y a un tigre dans la haie et un dragon caché dans un arbre, mais il a besoin qu'on l'écoute. Et vous avez des chevaux qui s'expriment très bien, vous saurez très très vite s'il y a un truc qui va pas ou n'importe quoi, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans l'exercice, que ce soit dans la pratique, que ce soit par rapport à hier, que ce soit s'il a mangé un truc qui passait pas cette nuit ou n'importe quoi, vous le saurez. Vous avez des chevaux, il va falloir être beaucoup plus à l'écoute. Et il y a des chevaux qui ont été totalement inhibés par les humains qu'ils ont rencontrés avant aussi. Vous avez des chevaux plus timides que d'autres naturellement, vous avez des chevaux plus expressifs que d'autres naturellement, vous avez plein de chevaux qu'on a muselés et à qui il va falloir rendre la parole. Et vous avez des chevaux, quand on les a muselés longtemps et que vous leur rendez la parole, le premier mot qu'ils disent, et ils le disent pendant longtemps, c'est non. Parce qu'ils ont le droit. Pour la première fois, ils disent non, 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 non. Il faut les laisser faire, il faut revenir, regarde, juste ça. On en reparlera, on parlera du principe de réactivité, ce qui est le principe de dire non constamment pour un cheval. Hein. On met ce mot-là, on met le mot de réactivité dessus. On en parlera plus tard, dans quelques vidéos, il y a des trucs plus importants à voir avant. Mais donc, de base, la première chose, si on veut respecter son cheval, c'est qu'on respecte quand il nous dit un truc. Ça paraît con à dire comme ça, mais on rappellera quand même que très très souvent, on a appris à monter en disant « Là, tu dois faire, il faut que tu insistes, parce que sinon c'est lui qui a gagné. » Encore une fois, ok, pour moi on était partenaires, c'est pas grave. Donc on écoute cheval. La deuxième des choses dont il a besoin pour que la pratique se passe bien, c'est qu'il a besoin de comprendre quand tu lui parles, quand on lui parle, quand tu lui parles. Oui, toi là-bas, quand tu parles à ton poney, il a besoin de comprendre. Ah, fatigué, voilà. Il a besoin de comprendre ce qu'on lui raconte. Et ça ne veut pas dire qu'il a besoin de comprendre tous les mots qui sortent de notre bouche à chaque fois, c'est pas de ça que je parle, mais il a besoin de comprendre le langage des aides qu'on utilise avec lui. Et ça, c'est plus complexe que ce que la plupart des cavaliers pensent. Je parle de langage des aides de façon volontaire. Les aides, c'est pas juste un code. Le cheval, c'est pas une machine. C'est pas on fait ce geste-là, il en sort ce comportement-là de façon stéréotypée constamment. Les aides, c'est un ensemble. C'est en gros tout ce que vous faites avec votre corps pour que le cheval fasse des trucs avec son corps. Voilà, langage des aides par Aurélia. On va écrire un traité d'équitation, les gars, ça va être terrible. Donc c'est hyper nuancé parce que vous avez plein de canaux de communication. Vous avez la voix, vous avez la main, vous avez le poids du corps, vous avez l'attitude, vous avez l'emphase, vous avez la jambe. Vous avez des aides artificielles si ça vous fait plaisir d'utiliser des aides artificielles. Chaque aide, elle peut faire un million de choses différentes et vous avez la façon dont vous articulez tout ça. Grammaire, entre guillemets. Mais comme c'est un langage, c'est quelque chose d'extrêmement riche, quelque chose qui devient extrêmement personnel. C'est pas quelque chose de figé. Un langage, c'est jamais figé. Allez faire un tour sur des sites de linguistique ou des choses comme ça, un langage, c'est quelque chose de vivant et c'est quelque chose que chaque locuteur s'approprie. Je parle pas la même version du français que vous, on arrive à se comprendre quand même, j'espère, sinon on est super mal barré. Et je parle pas la même version du français que je parlais il y a 4 ou 5 ans. Ça va dépendre des gens à qui je parle, ça va dépendre de ce que je lis, de ce que j'écoute, du français auquel je suis confrontée et des autres langues que je parle, que j'écoute et auxquelles je suis confrontée. Et de la vie que j'ai et de ce que j'ai besoin d'exprimer. Le langage des aides,
C'est pareil. Vous avez la même variabilité interindividuelle, vous avez la même variabilité dans la vie d'une personne. Un cavalier avec des chevaux différents ne va pas utiliser ses aides exactement de la même manière. C'est pas un truc figé qu'il faut apprendre en disant si je fais ça, il va se passer ça. C'est pas de la mécanique, c'est pas une machine, c'est pas du langage informatique. Dit-elle, ne connaissant rien au langage informatique. C'est des informaticiens, me jetez pas de cailloux s'il vous plaît. Mais c'est quelque chose de complexe. Si vous avez besoin de faire quelque chose à quelqu'un, suivant la personne à qui vous parlez, vous n'allez pas lui parler de la même manière. Et c'est pas une question d'éducation, c'est pas une question de niveau de langue, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Il y a des gens que vous avez besoin de leur expliquer les choses extrêmement précisément, et il y a des gens avec qui il va falloir expliquer les choses de façon extrêmement succincte. Et il y a des gens qui vont avoir besoin de savoir où ils vont quand vous leur demandez, quand vous leur dites un truc, et les gens, vous pouvez faire étape par étape. Les chevaux, c'est pareil. C'est métaphore, mon histoire, mais les chevaux, c'est exactement pareil. Il va falloir adapter au cheval, mais il faut que le cheval, il apprenne votre langage. Donc, vous passez un petit peu de temps à lui expliquer quand vous faites ça, quand vous utilisez sa tête de telle manière, ça, c'est ça que vous attendez, c'est ça que vous voulez dire. Ça devient vachement important, parce que là, on est un petit peu parti dans les terres et tout ça, dans le théorique. Ça devient vachement important quand vous, vous montez le cheval des autres, 2, vous achetez un cheval qui a été dressé par quelqu'un, qui a été monté et dressé par quelqu'un d'autre. 3, vous achetez un cheval de réforme qui a appris qui sort des courses, donc un système des aides complètement différents. 4, vous changez, vous, de discipline. Il va falloir apprendre des trucs différents. C'est d'autant plus vrai si vous passez d'une grande famille d'équitation à une autre, genre l'équitation type anglaise, CSO, dressage complet, ce genre de trucs, à l'équitation western, mais ça peut être aussi les équitations de travail. Si vous passez de quelque chose qui est extrêmement codifié dans une discipline à autre chose, ou d'une discipline à l'autre, vous avez toutes ces variations de langage, comme vous avez des variations régionales, comme vous avez des choses. Moi, je trouve ça génial, parce que ça veut dire qu'on peut s'approprier complètement les choses. Mais il faut passer un petit peu de temps pour que Poney il comprenne de quoi on lui parle et qu'il n'ait pas constamment un point d'interrogation entre les deux oreilles et se dire mais qu'est-ce que... Et qu'on le saoule pas non plus. Mais donc voilà, les 2 premières choses dont le cheval il a besoin, et c'est déjà des choses physiques, parce que c'est la façon dont on utilise notre corps. Et vous en faites pas, on va rentrer dans le détail, pas aujourd'hui, mais on va rentrer dans le détail de tout ça. Encore une fois, mon expérience, mes réflexions, ma vision du truc, vous après vous articulerez ça, votre expérience, votre pratique, votre vision du truc. Il n'y a aucun problème. C'est juste pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bref, la première chose dont le cheval il a besoin, c'est d'une communication qui est claire et qui est à 2 volets. On l'écoute et il comprend quand on lui parle. Et on n'est déjà plus du tout dans la notion de travail, on est vraiment dans la notion d'éducation. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Et ça, c'est tout au long de la vie du cheval et tout au long de notre vie avec le cheval. Parce qu'on va faire des choses différentes, on va apprendre des trucs différents. Notre corps, il va peut-être changer, ou on va se dire « Ah oui, peut-être que finalement, je peux faire ça comme ça. » Aucun problème. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est pas figé, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à poney, qu'on doit entretenir, et que nous, des fois, il faut qu'on apprenne comment poney il parle. C'est important. On parle un certain langage, on parle une certaine version du langage des aides qui va dépendre de notre expérience, qui va dépendre de la discipline qu'on pratique, qui va dépendre des principes de travail qu'on a. Poney, très probablement, il en parle d'autres. C'est bien de lui apprendre les nôtres. C'est plus facile pour que la communication passe et qu'on fasse les trucs ensemble dans la sérénité. Donc, une bonne communication et un cheval qui a été éduqué au langage avec lequel on veut lui parler. Et qu'on écoute quand il dit non. Qu'on écoute aussi quand il dit ouais, ça je kiffe, parce que c'est important. Vous avez des choses, c'est intéressant de savoir ce qu'ils aiment faire. C'est intéressant de savoir dans quoi ils prennent du plaisir. Deuxièmement, et ça c'est valable, encore une fois, c'est valable pour tous les chevaux, c'est valable pour toutes les pratiques, c'est valable à partir du moment où on monte dessus, si vous voulez. Si vous ne montez jamais sur le cheval, ça n'a pas un grand intérêt. Mais poney, il a besoin d'apprendre à nous porter. Et il a besoin d'être entraîné à nous porter sur le type d'activité qu'on veut faire. Je vais faire d'autres vidéos sur la question pour rentrer vraiment dans le détail, sinon on va pas s'en sortir, notamment sur les études scientifiques, sur quel poids le cheval peut porter sereinement, facilement, sans se blesser, sur ce que ça veut dire. On regardera comment conformer le cheval, pourquoi c'est important. La réponse simple, c'est parce qu'il n'est pas fait pour nous porter et que lui fait une activité physique à chaque fois qu'il nous porte. Et à chaque fois qu'on lui demande un truc, et que c'est faire une activité physique avec un poids, c'est plus compliqué que de faire la même activité physique sans le poids, et c'est plus compliqué de ne pas se faire mal. Physiquement, le cheval il doit être entraîné à faire ce qu'on veut faire avec. Et donc ça veut dire apprendre à nous porter, ça veut dire être en condition et être en muscle pour faire ce qu'on veut faire. Et c'est
évidemment complètement dépendant des objectifs qu'on a avec le cheval. Le premier truc, c'est la préparation physique du cheval pour le type d'activité qu'on va faire. Donc là, on était un éducateur tout à l'heure, maintenant on devient un éducateur sportif, un coach, un entraîneur, ce que vous voulez. Moi, je trouve ça cool. Si on rajoute un tout petit caveat, c'est qu'on garde à l'esprit la notion de bienveillance. Toujours. Parce que un poney, on l'aime bien, a priori. C'est le nôtre, ou c'est un qu'on a décidé de monter, ou qu'on a le droit de monter, on a pris en demi-pension, des choses comme ça. Donc on a envie que ça se passe bien pour lui. De la même manière que si demain, vous aidez quelqu'un que vous connaissez à pratiquer une discipline, à apprendre une discipline sportive, vache, les mots sont compliqués aujourd'hui. De la même manière que si vous pratiquez un sport hors poney, un sport pour humains, un sport pour bipèdes, que vous maîtrisez plutôt bien, et que vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, j'aimerais bien m'y mettre et tout, tu peux m'aider », a priori, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous avez une relation amicale, familiale, ce que vous voulez, mais vous aimez, en gros, de la même manière que vous aimez cheval. Vous allez être plein de bienveillance dans votre entraînement de cette personne-là. Vous allez vouloir que ça se passe bien, vous allez vouloir vous faire comprendre, vous allez vouloir la préparer le mieux possible, et vous allez surtout vouloir qu'elle se fasse pas mal. Ça veut dire que la relation que vous aviez avant avec cette personne, elle va venir se rajouter à la relation de coach, d'entraîneur que vous avez. C'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux ensemble. Donc, pour l'instant, je parle de coach bienveillant. Si vous avez un meilleur vocabulaire, honnêtement, je prends. Parce que le principe de coaching ou d'entraînement physique, des fois, il y a pas mal de dérives qui vont avec ça, avec les recherches de performance et tout ça. Mais la place du cavalier, par rapport à son cheval, ce sera toujours celui d'un entraîneur. Vous êtes partenaire aussi dans l'activité, mais vous êtes l'entraîneur. Vous n'êtes pas juste vous le sportif. Le poney, c'est pas un outil. Et vous n'êtes pas non plus tous les deux à égalité. Parce que dans l'activité physique, ça n'a pas besoin d'être du sport, ça n'a pas besoin d'être de la compétition, mais c'est vous qui savez pourquoi, c'est vous qui avez posé les objectifs, c'est vous qui décidez que, c'est vous qui posez les limites, même si vous êtes super à l'écoute de cheval, c'est vous qui avez intellectualisé le truc un minimum, réfléchi sur le truc un minimum. Donc, vous avez cette responsabilité de faire en sorte que ça se passe bien. C'est pas une autorité hiérarchique, c'est une responsabilité que ça se passe bien pour tout le monde. Vous y compris. Le but, c'est pas que vous fassiez mal ou que vous, ça soit une galère pour que ça soit bien pour le cheval. Le but, c'est que tout le monde se fasse plaisir. Mais bon, bref, on a vu déjà, donc, de la communication, de l'éducation au langage des aides, de la préparation physique, apprendre à porter, se préparer musculairement, se préparer au niveau du cardio. Vous vous doutez bien que l'effort physique, l'effort au niveau cardio, entre faire un parcours de CSO et courir un steeplechase, c'est pas la même. Un match de polo où les chocas elles sont super courtes et la randonnée en autonomie sur 8 jours, l'effort c'est pas le même. Et il n'y en a pas un qui est plus difficile que l'autre, c'est juste ça demande des choses différentes. Il n'y a pas de hiérarchie. Il peut y avoir une hiérarchie de difficulté physique. Dans la même discipline, c'est plus difficile de sauter des parcours à 1m60 que de sauter des parcours à 60 cm. Tout le monde est d'accord. Je pense qu'en randonnée, c'est plus compliqué de partir en autonomie, en terrain, plus que montagneux ou désertique ou ce que vous voulez, pendant X jours, que d'aller faire une gentille petite rando où vous montez max 5 heures par jour sur du plat, où les chevaux dorment à l'abri, où vous aussi, tous les soirs, vous avez un bivouac, vous avez une entendance qui vous suit. Là, oui, vous avez des différentes difficultés techniques, des différences de difficultés physiques et des choses comme ça. Entre les disciplines, on ne va pas s'amuser à dire c'est plus difficile de faire du CSO que de faire du dressage, c'est plus difficile de faire du polo que de faire du horseball. Non, c'est pas plus difficile de faire de la carrière que de faire de l'extérieur. Faut arrêter, c'est différent. C'est pas plus difficile de faire du basket que de faire de la gymnastique. C'est pareil. Ok, donc potentiellement, vous avez des objectifs avec cheval. Potentiellement, ces objectifs, ils sont sportifs. Potentiellement, vous montez dans une certaine discipline. Même si vous avez juste envie de vous faire plaisir avec cheval, ça veut quand même dire faire plaisir en faisant un truc. C'est pas, vous ne posez pas dessus, vous restez pas planté comme un navet dans la carrière pendant 1 heure, a priori. Non, je peux me tromper, peut-être que c'est ce que vous faites, pourquoi pas. Moi, ça m'est arrivé. Des fois, avec Belly, qui était pétrifié de la haie du fond, on est resté arrêté jusqu'à ce que ça se passe mieux, dans le calme. Il avait le droit de brouter, on est sur une carrière en herbe. Il avait le droit de brouter. Donc, arrivé. Les séances sont restées plantées. C'était pas mon objectif de base, ni pour la séance, ni pour le futur avec le cheval, ni en général. Si c'est le vôtre, je juge pas. Si vous vous faites plaisir comme ça, tout le monde est content. Mais si vous voulez pratiquer à peu près n'importe quoi avec cheval, au-delà de la condition physique, au-delà de vous porter pendant cet exercice, cheval, potentiellement, il va avoir besoin d'apprendre tout un tas de gestes techniques qui sont particuliers à la discipline. On ne saute pas de la même manière quand on fait du hunter, quand on fait du CSO, quand on fait du cross, ou quand on fait de la course de haie. Pourtant, dans les 4, ou quand on fait même les sautants qu'il y a en trek. Toutes ces disciplines, il y a du saut. La mécanique même du saut n'est pas la même.
C'est pour ça que réformer un cheval de haie pour l'obstacle, ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que c'était... Qui c'est qui racontait ça? Et j'avais une interview d'un cavalier complet qui disait la différence entre un très bon cheval de CSO et un très bon cheval de cross, c'est que le très bon cheval de CSO, il faut qu'il ait un tout petit peu peur des obstacles. Il faut qu'il soit un tout petit peu trop à se dire ça peut faire mal ça, attention, je ne vais pas y mettre les pieds. Oui, les barres elles sont hyper légères, vous les effleurez, vous soufflez dessus, elles tombent par terre. Alors qu'en cross, le but c'est que le cheval se dise va de l'autre côté, rien à faire, on va au feu. Le cheval, il doit avoir trop de courage presque, et pas avoir assez peur de l'obstacle. Ce qui peut être dangereux, c'est une autre façon de gérer les chevaux. En CSO, il ne faut pas les laisser se consumer par cette peur. Il ne faut pas se retrouver avec des chevaux qui sautent 1 mètre au-dessus des barres de peur d'eux. Il ne faut pas des chevaux qui aient tellement perdu confiance en eux qui s'arrêtent systématiquement, ou confiance dans le cavalier, ils finissent par dire non, c'est mieux si on saute pas. Et en cross, il faut rester en vie, quoi. Donc il ne faut pas que le cheval se dise ouais, vas-y, on y va, couteau entre les dents, il n'y a pas de problème, je saute, il y a un mur de 2,80 m, mais je saute, quoi. Il faut garder une certaine clarté, une certaine raison et être capable de rester dans le truc. Il y a des chevaux, ils sauteront de n'importe quoi. Donc si vous n'êtes pas là pour dire non, non, pas comme ça, non, quelqu'un va mourir, potentiellement plusieurs personnes. Donc, et c'est pas drôle. Donc vous avez besoin, et le cheval il a besoin de pouvoir sauter du cross, des obstacles compliqués dans la sérénité. Et un cheval de CSO, il a besoin de sauter des obstacles qui lui font peur, donc il ne doit pas toucher dans la sérénité aussi. C'est des gestes techniques radicalement différents. Un autre exemple, c'est le rassemblé. Le rassemblé, il n'y en a pas un, il y en a autant qu'il y a de disciplines pratiquement, autant qu'il y a même de variétés de disciplines. Mais si vous prenez un cheval de polo, si vous prenez un cheval de dressage, si vous prenez un cheval de cutting, c'est des chevaux qui ont besoin d'être extrêmement rassemblés, mais dans des équilibres radicalement différents et de façon radicalement différente. Pourtant, on a besoin qu'ils soient absolument disponibles dans tous les plans pour aller dans n'importe quelle direction sur une demande minime dans la demi-seconde, quoi. On ne va pas préparer un cheval de polo comme on prépare un cheval de cutting, et si vous essayez de tous les préparer comme des chevaux de dressage, ça ne va pas bien se passer. On fera une vidéo. Aurélie, elle annonce son programme pour les 4 prochaines années. Le dressage, c'est pas la base de toutes les disciplines, c'est pas la base de toutes les disciplines anglaises ou olympiques ou ce que vous voulez, c'est une discipline parmi d'autres avec une version de l'équilibre, une version du rassemblé, une idée du contact, des exercices, c'est une discipline. Le CSO, c'est une discipline, le western, c'est un ensemble de disciplines. Il faut arrêter de nous bassiner avec l'idée que le dressage, c'est la base du truc. Non, c'est une discipline, c'est une façon de faire. C'est pas pour cracher sur le dressage, c'est pas pour dire que c'est tout pourri. C'est une discipline. Si vous voulez faire du saut d'obstacle, si vous voulez faire du polo, si vous voulez faire de l'extérieur, montez avec des gens qui font et qui sont compétents et qui forment des chevaux dans ces disciplines. Si vous avez envie de vous mettre au dressage, allez voir des dresseurs. Allez pas voir un mec qui fait du horseball ou du running. Et si votre but c'est de faire de la balade tous les week-ends, de faire du loisir, de faire un peu plaisir en carrière une fois de temps en temps, l'équilibre d'un cheval de dressage, il ne va pas vous intéresser. Et il ne va pas vous servir en plus. De la même manière qu'il ne servira pas un joueur de polo, si vous voulez. Et qu'un dresseur qui veut faire les choses bien, qui veulent aller en concours ou pas, s'il va apprendre avec un mec qui fait du polo ou qui fait du hunter, ça va pas bien se passer. On en parlera, tout ça, un autre jour. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que donc, on est toujours dans l'idée d'être un préparateur physique, d'être un entraîneur, d'être un coach pour notre cheval. Bah, on a tous ces trucs techniques à lui apprendre qui sont spécifiques. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. D'avoir une idée des objectifs qu'on a réellement avec le cheval. De savoir d'où on part, un peu, quelles sont nos limites à nous, quelles sont nos compétences, quelles sont les limites du cheval, quelles sont ses compétences qu'il sait déjà faire. Et 3, d'avoir une idée du temps dans lequel on veut faire les choses, en sachant que avec les chevaux, c'est bien d'avoir une idée de où est la deadline. C'est bien de savoir dès le départ qu'il y a de très fortes moyens qu'on l'enfonce violemment la deadline. C'est comme ça. Il y a des choses, des fois, on ne prévoit pas, et des fois, les chevaux, ils n'aiment pas. Mais vous avez ces gestes techniques que les chevaux doivent apprendre. Vous avez un certain nombre d'automatismes qui sont bien, que les chevaux apprennent. Et encore une fois, ça prend du temps. Et c'est des choses qu'on doit entretenir. Et même si le cheval, il apprend à sauter correctement, il apprend à faire son changement de pied comme c'est demandé sur un carré de dressage, il va falloir l'entretenir. Parce que si vous laissez passer X fois le changement de pied pas correctement, parce que vous êtes en balade, parce que vous êtes sur un parcours de CSO, parce que rien à voir, bah ça va être vachement plus compliqué après de lui dire non, tu fais pas... C'est comme ça. Il va falloir reconstruire l'habitude. Les muscles ne fonctionnent pas de la même façon, l'équilibre n'est pas le même, la tension n'est pas la même, le contact n'est pas le même. Donc, ce sont des gestes techniques, il y a certains automatismes qui sont bons, c'est comme vous, c'est mieux d'avoir certains automatismes si vous pratiquez certaines disciplines, pour pas à chaque fois vous redemander comment on fait, une épaule en dedans déjà, comment je fais pour raccourcir ma foulée quand je suis un peu près de mon obstacle. Ça doit être les automatismes de la discipline. Un autre truc qui est important sur la discipline qu'on veut faire, c'est aussi
de préparer le cheval à l'environnement dans lequel il va évoluer. C'est très vrai pour les chevaux d'extérieur, il faut leur faire voir de l'extérieur, il faut qu'il y ait plein de trucs qu'il faut qu'ils découvrent, qu'ils apprennent à réagir, il faut qu'ils apprennent à travailler sur un terrain qui est constamment différents, que ce soit au niveau de la nature du sol, que ce soit au niveau du relief, n'importe quoi. Il faut qu'ils apprennent à ne pas réagir à tout un tas de trucs autour d'eux. Un cheval de concours, il va avoir besoin de s'habituer au camion, il va avoir besoin de s'habituer à la détente, il va avoir besoin de s'habituer à se retrouver subitement tout seul alors qu'il était avec tous les potes à la détente. Il va avoir besoin de s'habituer, suivant le type de concours que vous faites après aux indoors, aux écrans géants si vous faites des très gros concours, à prendre l'avion si vous allez loin, ou sur des trucs beaucoup plus près à rester toute la journée au concours dans le camion ou dans le vent, ou attaché si vous faites partie des gens qui les attachent au vent, truc qui me fait totalement flipper, ou dans un paddock si vous faites un paddock autour. Il y a plein de choses qui vont avec. Un cheval d'endurance, il va avoir besoin d'apprendre à être dépassé par les chevaux sans devenir complètement dingue, à être monté X heures dans la séance. C'est des choses qu'un cheval de CSO a besoin de savoir. C'est des choses que plein de chevaux de plein d'autres disciplines n'ont pas besoin de savoir. Un cheval de polo, il ne faut pas qu'il fasse demi-tour quand il va arriver un autre cheval en face. Il faut qu'il apprenne à pousser un cheval pour gagner la pression sur la... Je sais plus comment ils appellent ça, le fait d'avoir le droit de taper dans la balle. Parce que il y a des règles super compliquées pour savoir quand vous avez le droit de taper dans la balle ou pas. Parce que sinon, après, on finit par taper sur le mec d'à côté. Ça devient un sport de combat. Vous avez toutes ces choses-là qu'il faut apprendre. Et vous avez des fois des chevaux, alors qu'ils avaient tout le potentiel physique pour le faire, qui vont pas pouvoir se réaliser dans ce sport-là parce qu'il y a un truc de l'environnement, il y a un truc propre à la discipline qu'ils aiment pas du tout. Il y a des chevaux qui vont détester voyager, qui vont stresser, mais de façon phénoménale. Vous avez des chevaux, l'environnement, ça sera toujours trop. Ils peuvent être olympiques sur les barres ou en dressage, ils peuvent être magnifiques à la maison, fabuleux, à dérouler le Grand Prix comme ça, mais les yeux fermés, un bras dans le dos, et dès qu'ils vont en concours, ils vont se décomposer, et vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Il y a des chevaux, vous leur ramènerez jamais la sérénité suffisante pour que ça soit un plaisir pour eux, pour que ça soit confortable pour eux. Je rappelle, ça ne reste notre motif au départ, que ça soit confortable pour le cheval, si possible un plaisir. Vous avez tout ça à leur apprendre. Encore une fois, on est dans l'éducation, on est dans la préparation, on est dans l'entraînement. Ensuite, si on a des objectifs sportifs, si on a une randonnée prévue à un moment donné pour les vacances sur X jours, il faudra entraîner physiquement pour arriver à ça. C'est pas juste s'entraîner à marcher en terrain varié, entraîner à porter le cavalier, entraîner à galoper sans s'épuiser avec un galop avec des allures qui sont économes et des choses comme ça, à marcher en terrain varié, des choses comme ça, à porter le bas, à s'équilibrer en dessous. Il va aussi falloir préparer physiquement pour pouvoir s'enchaîner les X journées avec X heures par jour, avec le cavalier sur le dos ou qui marche à côté des fois aussi, et que ça se fasse bien, que ça se fasse confortablement. Et ça paraît plus évident quand on parle de discipline sportive parce qu'on se dit on prépare la saison, on prépare tel objectif, on prépare ceci, cela, et c'est un truc qui est souvent perdu pour les cavaliers de loisirs, mais ça reste un truc. Si vous voulez que votre cheval il vous porte bien et il se fasse plaisir avec vous quand il a 25 ans ou 30 ans, il y a des gens qui ont pu monter leurs chevaux jusqu'à 30 ans parce qu'ils les ont justement préservés et entraînés, il faut entraîner continuellement il faut donner des périodes de repos, il faut faire attention à ce que le physique dit, il faut faire attention à ce que le mental dit. Encore une fois, on revient toujours à cette idée de on est un coach pour notre cheval, on est un entraîneur, on est un préparateur physique, on est un éducateur. Tout ça dans la bienveillance, dans l'idée de partager, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être dans cet état d'esprit. Nous, on est le coach, donc on travaille. C'est notre job d'être coach, d'être entraîneur. Et le cheval, lui, le but, c'est de se faire plaisir. Vous avez le droit de vous faire plaisir pendant que vous coachez votre cheval. C'est même mieux. Par expérience, quand moi je donnais des cours, quand je coachais des cavaliers, c'était super agréable. Enfin, c'était un truc que je kiffais. C'était un travail certes, mais ça restait un truc qui était profondément cool, quoi. Il faut arriver à trouver cet équilibre-là. Chacun va trouver un équilibre différent, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est encore une fois, la variation de l'équitation, c'est ça qui fait l'intérêt du truc. Mais on en est là. Donc, je pense, est-ce que je pense, j'en sais rien. Est-ce qu'on a fait le tour de la question ? Non, fondamentalement non, on fera jamais le tour de la question dans une vidéo, mais on a émousser un peu le début du commencement du concept. Et globalement, l'idée c'est qu'on va parler de tout ça sur la chaîne. On va en parler comme ça. Il y aura ensuite, plus tard, pas tout de suite, des vidéos où moi je suis à cheval avec mes chevaux et où donc je commente ce que je suis en train de faire. Pourquoi, comment, je dissèque les trucs là. Peut-être qu'il y aura des fois des commentaires sur d'autres cavaliers, mais ça sera dans des conditions très particulières. Ça sera jamais des cavaliers qui sont pas au courant que je fais le commentaire sur leur vidéo, ou alors ça sera des vidéos de concours internationaux, des choses comme ça. Ça sera jamais je prends la vidéo de quelqu'un en disant oh là là, il fait pas bien. Déjà, c'est pas quelque chose que je fais d'une façon générale, mais on verra. Je pense que c'est important de voir plein d'autres cavaliers et de partager ce qu'on voit, parce qu'il y a un truc qui est important en équitation aussi, c'est de se faire l'œil, donc d'apprendre à voir réellement quand un cheval travaille, voir quand un cavalier travaille, ce qui se passe. Vous voyez, travaille. Quand on voit un cheval et un cavalier évoluer sur la carrière. Yes. C'est important parce que c'est important de comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font, s'il y a une difficulté, ce qui se passe, comment ils réagissent. C'est comme ça que nous, on apprend. Encore une fois, on apprend en regardant les autres, on apprend en analysant ce qu'ils font, on apprend en comparant ça, on apprend en écoutant, en posant des questions.
Et même avec des gens qui pratiquent un truc que nous, on n'a pas du tout envie de pratiquer. C'est pas grave. Ne serait-ce que pour se dire, ok, j'avais raison, j'avais pas du tout envie de pratiquer ça. Mais au départ, il faut écouter, il faut regarder. Et il faut se dire, ah ok. Et il faut accrocher les trucs parce que plus on comprend comment les gens fonctionnent, plus c'est facile de comprendre pourquoi et comment ça s'articule avec ce que nous on fait. Et encore une fois, le fait de refuser, de renoncer, de ne pas accepter une pratique, c'est aussi une façon de l'articuler avec la nôtre. Non. Mais il ne faut pas juste se définir par opposition à ce que quelqu'un d'autre fait. C'est idiot. Il faut construire toujours. Si on part de cheval, on arrivera à faire un truc qui est positif, qui n'est pas juste dans la négation. Donc si ça vous parle, si je ne vous ai pas fait flipper avec mon histoire de cavalier égal coach, je vous promets, je ne vous dis pas ça pour vous dire que ce n'est pas à votre portée. Si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut le faire. J'ai zéro compétence particulière, zéro qualité particulière qui font que je pouvais m'en sortir et je pouvais être une bonne cavalière, là où d'autres ne pourraient pas. C'est le niveau où on est coach de son cheval, tant qu'on n'est pas là à se dire je veux l'entraîner pour le niveau olympique alors qu'on n'a jamais sauté une barre à plus de 60 cm. Le fait d'être coach de son cheval, c'est à la portée à peu près de tous les cavaliers. Ça va demander plus ou moins de temps d'y arriver et de le faire bien, ça dépend de plein d'autres trucs, mais c'est à la portée de tout le monde et c'est nécessaire pour tous les chevaux. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. Le cheval, il fait une activité physique, on est le coach. Dans la bienveillance, on doit l'éduquer, on doit le préparer, on doit l'entraîner. Voilà. Donc, si vous pensez que tout ce que je raconte, ça vous intéresse, je dirais abonnez-vous. Ce serait cool. Likez, ce serait cool aussi. Merci. Partagez la chaîne parce qu'il y a sûrement d'autres cavaliers que ça pourra intéresser et après ça sera aussi des points de vue différents, on pourra se retrouver dans les commentaires. En parlant des commentaires justement, venez me dire comment vous situez-vous par rapport à cette idée d'être coach du cheval. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît logique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait flipper? Est-ce que c'est quelque chose que vous refusez d'être pour cheval? Ne m'expliquez pourquoi, hein. Me dis pas t'as rien compris, mon cheval c'est mon meilleur pote, va manger des carottes quoi. Ok, très bien, mais ça ne fait pas avancer le truc. C'est un peu dommage, je vais expliquer pourquoi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de vérité, encore une fois, c'est mon équitation, moi je partage mon expérience, partagez la vôtre. Ça peut être cool, on peut tous apprendre un truc. Donc venez me dire ça en commentaire, ils sont là pour ça. Sur ce, je vous laisse retourner à votre vie en dehors de YouTube et avec vos chevaux, et on se retrouve la semaine prochaine.